La famille de ma petite amie m'a critiqué dans leur langue sans imaginer une seconde que je pourrais les comprendre. Alors j'ai décidé d'apprendre le turc en cachette et, le jour venu, je leur ai cloué le bec en mettant les choses au clair avec un accent irréprochable. Avant que ma copine, Aïcha, ne m'emmène rencontrer sa famille pour le fameux petit déjeuner du dimanche, j'étais mort de trouille. Elle m'avait raconté toute une ribambelle d'anecdotes sur leurs traditions ultra ancrées. Le petit ami de sa cousine, par exemple, qui s'est pointé les mains vides à un dîner et qu'on surnomme encore « Mehmet les mains vides » 5 ans après. Ou cet ami venu en short, aussitôt accueilli par un « quelle impudence » marmonné par le père dans sa barbe. Heureusement, le père n'était plus dans le décor, mais la pression restait énorme. J'étais un Américain pur jus, et eux rêvaient que leurs filles épousent tous des Turcs. Les mois précédant la rencontre, j'ai passé des heures à traîner dans des restos, épiceries ou salons de thé turcs pour m'imprégner de la culture. Bref, le grand jour, j'étais prêt. J'avais tout répété dans ma tête, et Aïcha n'en savait rien. Je gardais ça pour moi de peur de passer pour un fou. Je me suis pointé avec une énorme boîte de baklava de la meilleure pâtisserie, de la Cologne pour ses frères, des fleurs pour sa mère. J'ai embrassé Fatma sur les 2 joues, en commençant par la droite. J'ai retiré mes chaussures, sans attendre qu'on me le demande, et je les ai rangées soigneusement. Je saluais tout le monde poliment, en appelant la grande sœur Abla, les hommes âgés Abi. J'ai vite senti que c'était plutôt bien parti, surtout quand la petite sœur Elif me ramenait du thé à la chaîne dans les petits verres typiques en plaisantant sur mon côté modèle. Sa mère, qui ne parlait pas anglais, semblait aussi m'apprécier. Elle souriait dès que je complimentais la cuisine ou que je râlais sur les jeunes d'aujourd'hui, comme si je faisais partie des leurs. Vous vous demandez comment je comprenais tout. En fait, en parallèle de mon immersion culturelle, je prenais des cours de turc en secret, dans l'idée de surprendre Aïcha le jour où je lui demanderais sa main. Après 6 mois, je comprenais quasiment tout, y compris quand Fatma vantait mes mérites à ses filles. Aïcha était aux anges, et moi, je croyais avoir franchi le plus dur. Mais je n'avais pas anticipé Zeynep, la grande sœur, qui passait son temps à lancer des piques sur mon origine, plaisantant que j'étais juste un échauffement, avant que sa sœur n'épouse un vrai Turc. Je me disais qu'avec le temps, ça passerait, alors je laissais couler. Mais la fois d'après, l'ambiance avait changé du tout au tout. À peine arrivée, Fatma m'a ignoré et a demandé à Aïcha, en turc, « Qu'est-ce qu'il fait encore là, l'étranger ?» Aïcha avait l'air perdue, mais on est entré comme si de rien n'était. Au dîner, Fatma a servi à tout le monde des boulettes de viande et du riz, sauf à moi. J'ai eu droit à une montagne de viande hachée crue avec des oignons, le tout dégoulinant dans mon assiette. Juste au moment où je cherchais une serviette, Fatma a lâché. C'était le plat préféré d'Emre. Et là, j'ai compris. Emre, l'ancien amoureux turc d'Aïcha, et moi, l'américain, pas franchement le bienvenu. J'ai donc fait mine de manger la viande crue en essayant de faire bonne figure. Mais Zeynep en a profité pour dire en turc à sa mère « Son copain vient de me dire que le donneur est meilleur en Allemagne ». Je me suis figé. Ma copine a voulu réagir, mais je lui ai discrètement pincé le bras, curieux de voir jusqu'où ça irait. « Ce plat est délicieux », ai-je dit en anglais avec un air neutre. « Il dit que la cuisine turque lui file la diarrhée », a traduit Zeynep. Le visage de Fatma a viré au rouge. Elle s'est mise à marmonner des prières. Silence de plomb autour de la table. Je n'arrivais même plus à cacher mon sourire. J'ai ajouté « Merci de m'accueillir dans votre belle maison. Il dit que votre maison sent le kebab et qu'il faudrait tout refaire », a osé Zeynep. Ma copine bouillonnait. Fatma était prête à me mettre à la porte. C'est là que j'ai regardé Fatma droit dans les yeux et que j'ai lancé, en turc parfaitement, « Fatma, cela fait 6 mois que j'apprends votre langue pour demander la main d'Aïcha comme il se doit. Tout ce que votre fille a traduit était un mensonge. Allah m'en est témoin. » Ma copine a failli s'étouffer de surprise. La petite sœur éclatait de rire. Zeynep balbutiait des excuses, mais le mal était fait. J'avais remporté la partie. Fatma, furieuse, a saisi l'assiette de viande crue et l'a renversée sur la tête de sa fille en criant « Mais quelle honte, ma fille !» avant de venir me prendre dans ses bras en me présentant pour la première fois comme son fils. Sur le chemin du retour, Aïcha et moi étions morts de rire en repensant à tout ce cirque. Ce que j'ignorais encore, c'est que Zeynep n'avait pas digéré qu'Aïcha épouse un étranger et qu'elle n'allait pas tarder à mettre notre vie sans dessus-dessous. 2 semaines après l'épisode de la viande crue, l'ambiance semblait s'être apaisée chez les siens. Fatma me traitait comme son propre fils, me préparait des Tupperware de nourriture, envoyait des messages à Aïcha pour s'inquiéter de ce que je mangeais. Même les cousins qui me regardaient autrefois de travers m'accueillaient à bras ouverts. Mais Zeynep, elle, s'était murée dans le silence, fuyait mon regard, quittait la pièce dès que j'entrais. J'aurais dû me douter qu'elle préparait un sale coup. Le premier signe est venu un mardi après-midi. Aïcha m'a appelé en larmes, incapable de parler. J'ai foncé chez elle et je l'ai trouvée recroquevillée sur le canapé, l'ordi portable ouvert à côté d'elle, recevant des messages Instagram d'une soi-disant ex à moi, avec de vieilles photos et des histoires inventées de toutes pièces sur une prétendue liaison qui durerait encore. « Comment t'as pu me faire ça ?» sanglotait-elle en me montrant des captures d'écran de conversations que je n'avais jamais eues, de rendez-vous que je n'avais jamais pris, de promesses que je n'avais jamais faites. Je me suis installé près d'elle, les mains tremblantes en parcourant les messages. La personne semblait tout savoir sur ma vie, mon emploi du temps,
jusqu'au restaurant où Aïcha et moi avions eu notre tout premier rendez-vous, mais quelque chose sonnait faux. L'écriture était trop soutenue, trop calculée, comme quelqu'un qui s'efforçait d'imiter un Américain sans vraiment y parvenir. « Aïcha, je te jure sur la tête de ma mère, tout ça c'est du pipeau », ai-je lancé en la serrant fort contre moi. « Laisse-moi prévenir Alex, il bosse dans l'informatique, il pourra nous aider à remonter la piste de ses messages. » Alex a débarqué en moins d'1 heure, son sac d'ordi à l'épaule. Il bossait dans une start-up du centre-ville et m'avait aidé l'an passé à installer des caméras de sécurité dans mon appart. Pendant qu'il épluchait le faux profil, scrutant les métadonnées et lançant ses recherches, Aïcha faisait les 100 pas dans le salon, m'adressant de temps en temps des regards remplis de douleur. « J'ai trouvé !» a fini par lâcher Alex, après ce qui m'a paru une éternité. « L'adresse IP conduit à un logement. Tu veux l'adresse exacte ?» Quand l'adresse s'est affichée sur l'écran, Aïcha a poussé un cri de stupeur. C'était l'immeuble de Zeynep. On n'a pas traîné, Aïcha cramponnait le volant à en blanchir les jointures tout le trajet. On a trouvé Zeynep dans son salon, son portable encore tiède sur la table basse, le faux compte Instagram affiché en grand. « Comment t'as pu faire ça ?» hurla Aïcha à sa sœur en turc. « Créer de faux profils, essayer de foutre en l'air ma relation. » Zeynep ne chercha même pas à mentir. Elle croisa les bras, le menton haut, l'air déterminé. « J'essaie juste de te protéger d'une énorme bêtise. Il n'est pas des nôtres, Aïcha. Il ne comprendra jamais ni notre culture ni nos valeurs. » L'affrontement s'est achevé quand Aïcha m'a tiré dehors avant que la situation ne dégénère. Mais Zeynep était loin d'avoir dit son dernier mot. Une semaine plus tard, lors de l'anniversaire d'Elif en famille, j'aidais à dresser la table quand Zeynep s'est levée, théâtrale, brandissant son téléphone. « J'ai quelque chose que tout le monde doit entendre », lança-t-elle en turc, pensant que je ne pigerais rien. J'ai enregistré l'Américain en train de s'exercer à notre langue. Écoutez comme il se moque de nous. Ce qui sortit de son haut-parleur me glaça. On reconnaissait ma voix, mais montait de façon à transformer des phrases banales en sarcasme méprisant. Là où j'avais dit « j'apprends encore, soyez indulgents », la version trafiquée balançait « le turc c'est une langue tellement débile ». Et là ça a explosé. Les cousins criaient, les tantes secouèrent la tête. Fatma me fixait les yeux embués de larmes. J'étais paralysé, incapable d'articuler la moindre défense, quand la sonnette retentit. Aïcha ouvrit la porte et revint avec ma professeure de turc, Madame Demir, qu'elle avait invitée en cachette pour prouver ma sincérité. Madame Demir a jeté un œil à la scène et a exigé d'écouter l'enregistrement. « C'est un montage », trancha-t-elle après avoir tout entendu. « J'enregistre tous les cours pour suivre les progrès de mes élèves. Ce jeune homme n'a jamais eu un mot déplacé. Au contraire, c'est l'un des plus investis. » Elle sortit sa tablette et diffusa les originaux, prouvant que Zeynep avait falsifié l'audio. Silence de plomb. Zeynep vira au rouge sous le regard désapprobateur de la famille. Fatma s'approcha d'elle et la gifla sèchement. « Tu devrais avoir honte. Accuser un innocent sous mon toit », gronda-t-elle. Mais Zeynep ne s'arrêta pas là. Le mois suivant, elle alla raconter à certains anciens de la famille que je visais un héritage. Elle leur montra de faux relevés bancaires, prétendant que j'avais des dettes de jeu énormes et que je comptais vider les économies d'Aïcha. Les faux documents paraissaient authentiques, avec logo bancaire et historique de transactions. Cette fois, j'étais prêt. Au prochain dîner de famille, j'ai débarqué avec mon conseiller financier, Monsieur Mac Victoria, un homme élégant aux tempes grisonnantes qui gérait mes comptes depuis mes études. Il a calmement présenté mes véritables relevés, prouvant mon emploi stable, mes modestes économies et un dossier financier nickel. « Je connais ce jeune homme depuis 5 ans », a déclaré Monsieur Mac Victoria devant toute l'assemblée. « C'est l'un de mes clients les plus sérieux. Les documents montrés par votre fille sont entièrement inventés. Les tantes, jusque-là hostiles, se sont soudainement mises à me resservir et à me tapoter l'épaule avec sollicitude. Zeynep s'est éclipsée, mais je sentais qu'elle n'en resterait pas là. Sa tentative suivante a été encore plus osée. Lors d'une sortie au festival turc, elle a fait mine de découvrir, sous mon siège passager, des tracts nationalistes remplis de slogans anti-américains. Elle les a brandis devant tout le monde avec un cri dramatique. « Regardez ce qu'il cachait. Il cherche à s'infiltrer chez nous. » Avant que je puisse réagir, Elif, la petite sœur habituellement discrète, a levé son téléphone. J'ai une vidéo. J'ai vu Zeynep mettre ses papiers dans sa voiture il y a 20 minutes. Elle a montré l'enregistrement à toute la famille. On voyait Zeynep, nerveuse, fouiller l'habitacle et glisser les tracts. La famille, choquée, s'est écartée d'elle, indignée. Je voulais juste le tester, a bredouillé Zeynep, mais plus personne ne l'écoutait. Et puis, l'escalade a atteint un sommet inquiétant 3 semaines plus tard. Je me suis réveillé avec des policiers à ma porte, venus pour une plainte de Zeynep qui m'accusait d'effraction, d'agression, brandissant même une coupure à la main en guise de preuve. « Monsieur, il va falloir venir avec nous pour quelques questions », dit un agent. Le cœur battant à tout rompre, j'ai saisi mon portable. « Monsieur l'agent, je comprends, mais laissez-moi d'abord vous montrer quelque chose. J'assistais la veille à un cours de cuisine turque avec 20 témoins. J'ai montré les photos. On me voyait, tablier fariné, à côté de Fatma en pleine préparation de beurek. L'heure indiquait que j'y étais de 18h à 22h, exactement au moment où Zeynep prétendait les faits. L'école de cuisine a confirmé ma présence, des élèves aussi. Les policiers se sont échangés un regard entendu. « Nous allons devoir parler à mademoiselle Zeynep », a conclu l'un d'eux. J'ai appris plus tard que Zeynep s'était elle-même blessée avec un couteau de cuisine pour rendre son mensonge crédible. La police n'a trouvé aucune trace d'effraction, aucune empreinte,
Rien qui puisse étayer ses propos. Elle a écopé d'un avertissement pour dénonciation calomnieuse. La confrontation finale a eu lieu lors de l'anniversaire d'Aïcha. Toute la famille, élargie et réunie chez Fatma, se pressait autour des tables débordantes de plats traditionnels. J'avais passé des jours à préparer en turc mon discours pour demander officiellement la main d'Aïcha devant tous. J'ai remarqué Zeynep tourner autour du buffet, m'adressant des regards noirs. Quand Fatma a appelé tout le monde à table, j'ai tendu la main vers l'assiette qu'elle me proposait, une merveille de kebab d'agneau et de riz. Mais Elif s'est approchée à la dernière seconde. « Prends la mienne à la place !» m'a-t-elle soufflé d'un ton pressant. « Fais-moi confiance. » J'ai échangé nos assiettes pile au moment où Zeynep jetait un œil dans ma direction. Elif a ensuite goûté à ce qui devait être mon plat et s'est mise à s'étouffer aussitôt, le visage écarlate, réclamant de l'eau alors que des larmes coulaient sur ses joues. La nourriture était tellement saturée de sel et de piment qu'elle en devenait immangeable. « Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce plat ?» s'est exclamé Fatma en accourant. Elif, toussant encore, a pointé Zeynep du doigt. Elle a rajouté du sel et du piment dans cette assiette, je l'ai vu faire. C'était pour lui. Elle m'a désigné d'un geste. Un silence glacial est tombé sur la pièce. Zeynep était restée figée, le visage livide. C'est alors que j'ai glissé la main dans ma veste pour en sortir un petit carnet. « J'ai tout consigné », ai-je déclaré en turc d'une voix claire pour que chacun entende. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque tentative de briser ma relation avec Aïcha. Elif m'a soutenu, ainsi que plusieurs cousins fatigués du comportement de Zeynep. J'ai remis le carnet à Fatma, contenant les dates, les heures, des captures d'écran et des témoignages, tout soigneusement archivés, du faux compte Instagram au signalement bidon à la police. Plusieurs cousins se sont avancés pour confirmer qu'ils avaient été témoins des agissements de Zeynep et étaient là prêts à en témoigner. Les mains de Fatma tremblaient pendant qu'elle parcourait les preuves. Quand elle a relevé la tête vers Zeynep, son visage était fermé, marqué par la colère et la déception. « Tu as déshonoré notre famille », a-t-elle dit d'une voix glaciale. « Tu as menti, manigancé, cherché à nuire à un invité sous mon toit. Mais plus grave encore, tu as voulu détruire le bonheur de ta propre sœur. Mais maman, il n'est pas turc », s'est écrié Zeynep, désemparée. « Je voulais protéger la famille. La seule dont notre famille doit se méfier, c'est toi », a répliqué Fatma. « Tu n'es plus la bienvenue tant que tu n'auras pas présenté de véritables excuses à ta sœur et à son compagnon. » Zeynep a cherché des yeux un soutien autour d'elle, ne rencontrant que des regards froids et déçus. Même ceux qui se méfièrent de moi autrefois la contemplaient avec dégoût. Elle a ramassé son sac et quitté la pièce en larmes. La fête a repris son cours, mais l'ambiance était retombée. J'ai finalement prononcé mon discours pour demander la main d'Aïcha, et Fatma, émue aux larmes, nous a donné sa bénédiction. Les fiançailles étaient désormais officielles. Les mois qui ont suivi, Zeynep est restée absente. Elle n'est venue ni pour l'Aïd, ni pour les anniversaires ou les réunions familiales du week-end. Fatma a tenu bon malgré les tentatives d'Aïcha d'apaiser la situation. Puis, 6 mois plus tard, lors de la fête de nos fiançailles, Zeynep est apparue sur le pas de la porte. Elle semblait changer, comme assagi, avec un air de sincère remords à la place de sa fierté habituelle. Elle s'est avancée jusqu'à notre table, où nous étions installés avec Fatma et Elif. « Je dois dire quelque chose », a-t-elle commencé en turc, puis elle est passée à l'anglais pour que je comprenne chaque mot. Je me suis trompée, terriblement trompée. J'ai laissé mes préjugés et ma jalousie me brouiller l'esprit. J'étais jalouse que ma petite sœur trouve l'amour avant moi, le vrai, et j'acceptais mal qu'il vienne de quelqu'un d'une autre culture, se tournant vers moi. Tu as montré pour notre famille et nos traditions plus de respect que certains hommes turcs que je connais. Tu as appris notre langue, nos coutumes, notre cuisine. Tu rends ma sœur heureuse comme je ne l'avais jamais vue. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait subir. La pièce retenait son souffle, attendant ma réaction. Je me suis levée et, en turc, avec un accent bien plus assuré après tous ces mois, j'ai répondu « Zeynep, j'accepte tes excuses. La famille, c'est tout, et tu fais partie de celle d'Aïcha, donc tu es la mienne aussi. Repartons sur de nouvelles bases. » Les yeux de Zeynep se sont embués de larmes. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle m'a adressé un sourire sincère. Puis, à la surprise générale, elle s'est dirigée vers le coin thé, a préparé un verre de thé turc exactement comme je l'aime, ni trop fort, ni trop sucré, et me l'a apporté. « Bienvenue dans la famille », a-t-elle dit, me servant comme il se doit pour la première fois. La pièce a éclaté en applaudissements. Fatma essuyait ses larmes, Aïcha a serré ma main sous la table, et même Elif, notre alliée discrète, arborait un large sourire. Alors que je savourais le thé offert par Zeynep, j'ai compris que les batailles les plus rudes ne se gagnent pas par la force, mais grâce à la patience, à la vérité et à la confiance qui se construit lentement. En observant les visages réjouis de ma future famille, enfin réunis, j'ai su que chaque difficulté avait eu un sens. Le chemin jusqu'à l'acceptation n'avait pas été simple, mais il m'avait mené à cet instant, entouré de ceux qui allèrent devenir ma famille, non par le sang, mais par le choix. La fête de fiançailles s'est poursuivie jusque tard dans la nuit, entre danses et chants traditionnels. Je pensais que la paix était enfin trouvée, mais alors qu'Aïcha et moi aidions à ranger, mon téléphone s'est mis à vibrer. Un message d'un numéro inconnu. La pièce jointe m'a glacé le sang. C'était une photo de moi à la fac, lors d'une soirée un peu trop arrosée, les cheveux en bataille, un verre à la main. La légende affichait «
Ta famille devrait savoir qui tu es vraiment. J'ai supprimé le message aussitôt, tentant de me convaincre que ce n'était rien. Mais dans les jours qui ont suivi, d'autres photos sont arrivées. Des souvenirs de vacances, de soirées étudiantes, des moments dont je n'avais qu'un souvenir flou, chacune soigneusement choisie pour me faire passer pour quelqu'un d'irresponsable, d'inconséquent, indigne d'une famille turque traditionnelle. L'expéditeur changeait sans cesse de numéro, rendant tout blocage inutile. Aïcha a bien vu que j'étais de plus en plus anxieux. Un soir, alors que nous dînions dans son restaurant turc préféré, elle m'attrapa la main à travers la table. « Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrêtes pas de regarder ton téléphone ?» J'aurais voulu tout lui avouer, mais quelque chose m'en empêchait. Après tout ce qu'on avait traversé, je ne voulais pas ajouter une nouvelle crise dans nos vies. C'est juste le boulot, mentis-je, en essayant de sourire. Les photos devenaient de plus en plus compromettantes. Certaines avaient été tellement retouchées qu'elles paraissaient bien pires que la réalité. Sur l'une, où je tenais un simple verre d'eau, on avait ajouté une bouteille de whisky. Sur une autre, prise avec des amis de la fac, le cadrage avait été modifié pour rendre la scène équivoque. Visiblement, la personne qui faisait ça maîtrisait parfaitement les outils de retouche. 3 semaines après la fête de fiançailles, les photos finirent par atterrir chez Fatma. Elle appela Aïcha en pleurs, réclamant des explications à propos de ces images scandaleuses qu'on avait glissées sous sa porte, accompagnées de messages tapés en turc décrivant des fêtes déchaînées, des liaisons douteuses, des comportements irresponsables. Sans attendre, Aïcha nous emmena chez sa mère. Fatma était assise dans le salon, les photos éparpillées sur la table basse, le visage tiraillé entre la déception et l'incompréhension. Les cousins s'étaient rassemblés autour, échangeant des chuchotements. Même Elif semblait ébranlé. « Explique-moi ça », lança Fatma d'une voix glaciale en désignant les photos. Les mains tremblantes, je les pris une à une. « Maman Fatma, ces photos remontent à mes années d'université, mais elles ont été trafiquées. Celle-ci, c'était juste un groupe de travail, pas une fête. Là, ce n'est pas de l'alcool, mais de l'eau. Quelqu'un s'amuse à manipuler les images. « Mais qui ferait une chose pareille ?» demanda l'une des tantes. Avant que j'aie le temps de répondre, Zeynep fit irruption dans la pièce. Elle jeta un coup d'œil aux photos et laissa échapper un cri de stupeur. « Je n'ai rien à voir là-dedans !» s'empressa-t-elle de dire. Je lui ai fait confiance. Son air réellement choqué ne pouvait pas être simulé. Mais si ce n'était pas Zeynep, alors qui était derrière tout ça? La réponse est venue d'où on ne l'attendait pas. Murat, le cousin d'Aïcha, expert en cybersécurité, nous proposa son aide pour remonter à l'origine des photos. Il passa des heures à analyser les métadonnées, traquer l'expéditeur des mails, décortiquer les manipulations. Sa découverte laissa tout le monde sans voix. Les photos avaient été envoyées depuis une adresse mail au nom d'Emre Yilmaz, annonça-t-il lors de la réunion familiale suivante. Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce. Emre, l'ancien petit ami d'Aïcha à la fac, celui qui raffolait de viande crue aux oignons, l'homme que toute la famille aurait aimé voir devenir son mari. « Ce n'est pas possible !» balbutia Aïcha d'une voix blanche. Emre est parti s'installer en Allemagne il y a des années. On ne sait plus parler depuis la rupture. Mais Murat avait d'autres preuves. Il était de retour au pays depuis 6 mois. Il nous montra des captures de réseaux sociaux, soigneusement invisibles pour Aïcha, mais ouvertes à d'autres. Des publications où il parlait de récupérer ce qu'on lui avait volé, de réparer les erreurs du passé. La famille s'est alors animée, chacun y allant de son avis. Certains voulaient aller parler à Emre, d'autres préféraient avertir la police. Fatma, elle, restait muette, digérant péniblement cette trahison de celui qu'elle considérait jadis comme le gendre idéal. « J'ai fini par trancher, laissez-moi régler ça », dis-je en turc. « C'est entre lui et moi, mais Aïcha m'a retenu par le bras. Non, on affronte ça ensemble. Grâce à Murat, nous avons retrouvé l'entreprise où travaillait Emre, une boîte d'import-export de produits turcs en centre-ville. Arrivé sur place, la réceptionniste nous expliqua qu'il était en réunion. Nous avons attendu. Lorsqu'Emre est enfin apparu, il s'est figé en nous reconnaissant. Il avait pris de l'âge, son regard s'était durci, son charme d'étudiant avait cédé la place à une froideur nouvelle. Il détailla tour à tour Aïcha et moi, puis son visage s'est fermé. « Il faut qu'on parle », déclara Aïcha, le ton ferme. Emre nous a fait entrer dans une petite salle de réunion, s'asseyant en face de nous, sur ses gardes. « J'ai entendu dire que tu étais fiancé », lança-t-il en turc sans croiser mon regard. « Félicitations. »« Arrête de faire l'innocent », répliqua sèchement Aïcha. « On sait tout pour les photos, et on sait que c'est toi qui les as envoyées à ma famille. » Le masque d'Emre se craquela légèrement. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » J'ai alors sorti mon téléphone pour lui montrer les messages, les photos, toutes les preuves que Murat avait collectées. Il a compris qu'on l'avait coincé, sa mâchoire s'est crispée. « Tu m'as quitté », lâcha-t-il soudain en se tournant vers Aïcha. 5 ans ensemble, nos familles se faisaient des plans, et tu as tout jeté pour faire ta carrière, et maintenant tu épouses cet étranger? Je t'ai quitté parce que tu voulais tout contrôler, lui répondit Aïcha. Tu décidais comment je devais m'habiller, qui je devais voir, où je pouvais travailler. Et maintenant tu me harcèles. Le ton est vite monté. Emre s'est levé et s'est mis à faire les 100 pas, nerveux. Ta famille m'a accueilli comme un fils, ta mère m'adorait. Et toi, tu m'as humilié en partant. Tu sais ce qu'on a dit de moi? Que j'étais incapable de tenir ma femme, que j'étais faible. Alors tu t'es mis en tête de ruiner mon couple? Ai-je demandé, en tentant de garder mon calme. Il s'est tourné vers moi, plein de dédain. Tu n'as rien à faire chez nous.
Tu fais semblant, tu baragouines 2 mots, tu ramènes du baklava, mais tu ne seras jamais des nôtres. Il est bien plus turc que tu ne le seras jamais, rétorqua Aïcha, la voix assurée. Il respecte notre culture sans s'en servir comme d'une arme. Il a appris notre langue pour partager, pas pour imposer. Il honore nos traditions, il ne les détourne pas. Emre laissa échapper un rire amer. On verra combien de temps ça tient. Quand la nouveauté sera passée, quand il en aura marre de faire semblant, tu reviendras vers moi. Nous sommes partis sans dire un mot de plus, mais je savais que ce n'était pas terminé. Des types comme Emre ne lâchent jamais prise, surtout lorsqu'ils se sentent humiliés. Le harcèlement est monté d'un cran. Emre s'est mis à surgir dans tous les endroits que nous fréquentions. Le restaurant où Aïcha et moi avions eu notre premier rendez-vous, le salon de thé où je perfectionnais mon turc, l'épicerie où j'achetais de quoi cuisiner des plats traditionnels. Toujours à distance, mais jamais loin, s'assurant qu'on le remarque. Il s'est aussi mis à colporter des rumeurs au sein de la communauté turque, prétendant que j'avais un passé douteux, que je ne respectais pas les traditions, insinuant que mes intentions envers Aïcha n'étaient pas claires. Certains, qui commençaient à m'accepter, sont redevenus méfiants, et les chuchotements nous suivaient lors des rassemblements. Un soir, alors que Fatma m'initiait à l'art du café turc, elle laissa échapper un long soupir. « Tu sais, les gens jasent », murmura-t-elle. « Il y a des familles qui remettent en question les fiançailles. » J'ai ressenti un pincement au cœur. Après tout ce qu'on avait enduré avec Zeynep, devoir revivre ça me semblait insoutenable. Mais Fatma poursuivit. Je leur ai dit qu'ils racontaient n'importe quoi, que ce qui compte, ce sont les actes, pas les commérages. Mais tu dois être au courant de ce qui se dit. Puis la situation s'est corsée. Emre a réussi à mettre la main sur mon adresse mail professionnelle et s'est mis à envoyer des messages à mes collègues. Des courriels faussement professionnels, insinuant que j'étais peu fiable, que j'avais des soucis d'intégration qui nuisaient à mon travail, que j'allais bientôt quitter le pays. Mon responsable, un peu décontenancé, m'a convoqué. Je lui ai montré les preuves du harcèlement, il a compris. Mais la pression montait d'un cran. Aïcha aussi recevait des messages, d'anciennes photos d'elle et Emre, des rappels de leur passé commun, des allusions à l'idée qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. On a décidé de prendre les devants. Avec l'aide de Murat, on a tout noté. Chaque apparition, chaque message, chaque rumeur, avec l'origine. On a monté un dossier complet sur la campagne d'Emre. Sauf qu'il ne laissait jamais rien de franchement répréhensible, aucune menace explicite, rien de flagrant sur le plan légal. Tout pouvait passer pour de simples coïncidences ou des malentendus. Les policiers nous ont expliqué qu'à défaut d'une menace claire, ils étaient impuissants. Mais tout a basculé lors d'une grande réunion de famille dans une salle des fêtes pour le diplôme d'un cousin d'Aïcha. Toute la famille élargie était là, des amis aussi. Je discutais foot turc avec les oncles quand Emre a débarqué, sans y avoir été invité, et s'est comporté comme s'il était chez lui, distribuant des poignées de main, embrassant les joues, saluant tout le monde chaleureusement. Beaucoup gardaient un bon souvenir de lui à l'époque où il était avec Aïcha. Il traversait la salle à la manière d'un politicien, et je voyais Aïcha se raidir à mesure qu'il approchait de notre table. « Fatma Han », lança-t-il avec chaleur en utilisant le mot affectueux, « tu es rayonnante. Ta cuisine m'a terriblement manqué. » Fatma, mal à l'aise, se tortilla sur sa chaise. « Emre, c'est une fête de famille privée. » « Je ne fais plus partie de la famille, » rétorqua-t-il, d'un ton où pointait juste assez de blessures pour attirer l'attention. « Après tant d'années, je voulais juste rendre hommage. » Il se tourna vers le diplômé, sortit une enveloppe et affirma en lui tendant manifestement un cadeau généreux pour ton avenir. Tout était calculé, donner une belle image de lui tout en nous mettant dans l'embarras. Pendant toute la soirée, il a cherché à me discréditer en douce. Quand je parlais turc, il corrigeait ma prononciation sur un ton faussement bienveillant. Quand j'aidais à servir le thé, il se plaisait à rappeler comment, lui, le préparait à la vraie turque. Il s'incrustait dans les conversations pour raconter ses propres anecdotes de famille. Aïcha bouillait de colère. Je voyais ses poings crispés sous la table. Mais provoquer un esclandre n'aurait servi qu'à nous faire passer pour les fauteurs de troubles. Alors on a encaissé. Au fil de la soirée, Emre est devenu plus hardi. Profitant d'un moment de calme, il s'est rapproché de notre table. « Vous savez, » lança-t-il d'un air détaché, assez fort pour que les tables voisines entendent, « je songe à revenir dans le quartier, peut-être ouvrir quelque chose, un centre culturel turc, histoire de préserver nos traditions comme il se doit. » Le message était on ne peut plus clair. Il comptait s'incruster pour de bon dans nos vies. C'est alors qu'Elif a surpris tout le monde. D'ordinaire si discrète, elle s'est levée et lui a fait face. « Emre, tu te souviens quand tu sortais avec ma sœur ?» demanda-t-elle d'un ton apparemment naïf. Il lui adressa un sourire, pensant trouver une alliée. « Bien sûr, que de bons souvenirs. Et les bleus, tu t'en rappelles ?» enchaîna-t-elle, la voix toujours douce mais coupante. Ce qu'elle masquait sous du maquillage, les fois où elle pleurait après vos disputes, le jour où tu lui as serré le bras à ma fête d'anniversaire parce qu'elle parlait à un collègue, la salle est soudain devenue silencieuse. Le visage d'Emre a rougi. « Ce n'est pas... Tu fais erreur. J'ai des photos, » répliqua Elif, implacable. « J'étais jeune, pas idiote. J'ai tout noté parce que j'avais peur pour elle. Tu veux que je montre à tout le monde ?» Aïcha fixait sa sœur, abasourdie. Elle n'avait jamais évoqué ce pan de sa relation avec la famille, par honte, par fierté. Mais Elif, elle, n'avait rien oublié. Elle avait observé, elle s'était préparée. Emre balaya la salle du regard, découvrit les visages qui changeaient. Toute la chaleur qu'il avait semée s'était évaporée. Chacun reconsidérait ses souvenirs. « C'est n'importe quoi. On me salit. »
s'emporta-t-il. Zeynep se leva à son tour. « Moi, je crois Elif, affirma-t-elle d'une voix ferme. Je me rappelle aussi de choses, des détails que j'ai négligés à l'époque. La façon dont Aïcha avait changé avec toi, plus renfermée, sur la défensive. Un à un, les membres de la famille prirent la parole, évoquant de petites choses qu'ils avaient remarquées sans jamais faire le lien. Le contrôle maquillé en tradition, la jalousie habillée en protection, la manipulation déguisée en amour. L'image si bien polie d'Emre s'effondra. Il se tourna vers Fatma, le regard désespéré. « Tu me connais, tu voulais que j'épouse ta fille. Dis-leur que tout est faux. » Fatma se leva lentement, le visage grave. « J'ai voulu que ma fille épouse un bon Turc, » souffla-t-elle. « J'ai été aveuglée par les apparences, ton nom, tes manières. Mais un homme qui fait du mal à une femme n'est pas un homme bien, turc ou pas. » Et elle se tourna vers moi. « Lui, dit-elle en me désignant, a montré plus de respect en 1 an que toi en 5. Il a appris notre langue pour nous comprendre, pas pour nous dominer. Il suit nos traditions par amour, pas pour manipuler. C'est ça la différence. » Emre a quitté la salle, humilié, sa réputation pulvérisée dans la communauté. Mais je savais qu'il n'abandonnerait pas aussi facilement. L'orgueil blessé est dangereux, surtout chez quelqu'un qui a déjà montré de tels penchants. Les semaines suivantes ont été sous tension. Le harcèlement d'Emre est devenu plus ouvert, des bouquets fanés sur la voiture d'Aïcha, des appels anonymes au boulot pour lancer de fausses accusations, et un matin, mes pneus crevaient, même si rien ne permettait de l'accuser directement. On a changé nos habitudes, on est resté sur nos gardes et on a tout consigné minutieusement. Toute la famille s'est rassemblée autour de nous, créant une véritable bulle de protection. Les cousins raccompagnaient Aïcha jusqu'à sa voiture après le travail, les oncles faisaient l'olmine de passer par hasard quand je sortais de mes cours de turc. Même Zeynep s'est improvisée garde du corps, utilisant sa connaissance des manigances pour devancer les mouvements d'Emre. Le point de bascule est arrivé quand Emre a tenté de s'en prendre directement à mon travail. Il s'est pointé à mon bureau en se faisant passer pour un client, exigeant de voir mes supérieurs pour dénoncer ma soi-disant incompétence. Il avait fabriqué de faux mails et de faux témoignages, monté tout un scénario pour essayer de ruiner ma carrière. Mais on était prêts. Murat avait suivi à la trace ses activités sur Internet, surveillé ce qu'il préparait. On avait prévenu mon employeur, rassemblé des preuves du harcèlement. Quand Emre est arrivé avec ses accusations, la sécurité l'attendait de pied ferme. L'affrontement dans le hall de l'immeuble a été aussi court que décisif. Face aux agents de sécurité et à la menace de poursuite, Emre a perdu ses moyens. Il s'est jeté sur moi en hurlant en turc des mots sur l'honneur, le vol, la place qui lui revenait. La sécurité l'a maîtrisé, sous les yeux ébahis de mes collègues. Son agression physique, à la vue de tous et enregistrée par les caméras, c'était la preuve qu'il nous fallait. La police a enfin pu intervenir. Emre a été arrêté, puis mis en examen pour agression et harcèlement. La communauté turque, désormais informée de sa véritable nature, lui a définitivement tourné le dos. Au procès, Aïcha a pu témoigner sur leur passé, enfin libérée de la peur. Elif a apporté ses preuves, la famille a raconté le harcèlement récent, mes collègues ont confirmé les incidents au travail. Le juge a prononcé une ordonnance d'éloignement et imposé un suivi psychologique. Humilié par le scandale, la famille d'Emre l'a envoyé en Allemagne dès la fin du procès. Il s'est retrouvé coupé du milieu turc, sa réputation en miettes. Celui qui pensait pouvoir brandir la tradition comme une arme a fini banni de la communauté à laquelle il se disait si attaché. Après tout ça, un beau changement s'est produit. La communauté turque, autrefois divisée par les rumeurs et les manipulations, s'est retrouvée soudée. Des femmes plus âgées sont venues voir Aïcha pour lui raconter leurs propres histoires de relations toxiques, et les plus jeunes l'ont remercié d'avoir osé parler. Le débat a changé. Il ne s'agissait plus de tradition contre modernité, mais de respect contre contrôle. Fatma a organisé un dîner spécial pour m'accueillir officiellement dans la famille. Cette fois, il n'y avait ni épreuve, ni question, ni arrière-pensée, juste de la bienveillance. Elle m'a servi son fameux ragoût d'agneau, celui qu'elle réserve aux grandes occasions familiales. Pendant que je mangeais, elle a posé sa main sur la mienne. « Tu t'es battu pour ma fille », m'a-t-elle dit simplement. Pas avec les poings, mais avec la patience. Pas avec la colère, mais avec la vérité. C'est ça, la vraie force. Zeynep, qui était devenue une alliée inattendue, a levé son verre de thé. « À la famille », a-t-elle lancé en anglais en me souriant. « La vraie famille, celle qu'on choisit et pour laquelle on se bat. » Toute la pièce a approuvé d'un même élan. En regardant ces personnes qui étaient devenues ma famille à travers toutes ces épreuves, j'ai compris que chaque difficulté avait été un test, non sur ma connaissance du turc ou des coutumes, mais sur ma capacité à rester moi-même. Et grâce à eux, j'avais réussi. Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Il restait un dernier chapitre à écrire, un dernier pont à franchir. Notre mariage approchait, et avec lui l'intégration finale de 2 cultures, de 2 familles, de 2 vies qui n'en feraient plus qu'une. Les épreuves les plus difficiles étaient derrière nous, mais la fête la plus importante était à venir. L'organisation du mariage s'est transformée en véritable parcours du combattant. 3 mois avant la cérémonie, Fatma a convoqué tout le monde pour décider des traditions à respecter. Le salon s'est rempli de tantes, d'oncles et de cousins, chacun ayant son avis bien tranché sur ce qu'est un vrai mariage turc. J'étais assis entre Aïcha et Elif, regardant le débat monter en puissance. La première discorde est venue sur la soirée du henné.
Fatma voulait préserver la tradition d'une fête strictement féminine, alors qu'Aïcha rêvait d'une version plus moderne où je pourrais être présent. Les tantes ont débattu des heures durant, les voix se faisaient de plus en plus fortes, les verres de thé tremblaient sur les soucoupes. Contre toute attente, Zeynep a défendu notre idée de fête mixte, s'attirant quelques regards noirs de la génération d'avant. Puis, ce fut le cauchemar de la liste des invités. Fatma comptait déjà 300 invités rien que de son côté, alors que mes parents, venus de l'Ohio, n'en avaient qu'une vingtaine à proposer. Les chuchotements ont commencé sur le manque de chaleur de la famille américaine, soi-disant peu attachée à la communauté. J'ai passé mes soirées à appeler des parents éloignés que je connaissais à peine, dans l'espoir de rééquilibrer un peu les chiffres. Le choix du lieu est vite devenu un terrain miné. Tous ceux proposés par Aïcha et moi étaient systématiquement refusés. Trop modernes, pas assez de place pour danser, pas de vraie cuisine pour préparer les plats traditionnels, quartier jugé peu convenable. Après 15 visites, on a enfin trouvé une salle qui convenait à tout le monde, pour apprendre que c'était l'oncle d'Emre qui possédait la société de traiteurs habituelle. Cette découverte a donné lieu à une nouvelle réunion de famille animée. Certains ont refusé catégoriquement toute connexion, même lointaine, avec la famille d'Emre. D'autres disaient qu'éviter toutes les entreprises où ses proches travaillaient serait mission impossible. Murat s'est mis à chercher d'autres traiteurs, tandis que les tantes débattaient à voix haute dans la cuisine, leurs discussions résonnant jusque dans le couloir. La tension est encore montée d'un cran lorsqu'on a découvert que quelqu'un appelait les prestataires pour annoncer l'annulation du mariage. Le fleuriste, le musicien, même l'imam avaient reçu des appels anonymes. À chaque fois, il a fallu se rendre sur place, accompagné de membres de la famille, pour rassurer tout le monde et confirmer que la fête aurait bien lieu. Le stress se lisait sur le visage d'Aïcha, qui jonglait entre son boulot et les soucis sans fin. Mes parents sont arrivés 2 semaines avant le mariage, pleins de bonne volonté mais un peu perdus. Les tentatives de ma mère pour saluer en turc ont fait sourire Fatma au début, mais les différences culturelles n'ont pas tardé à se faire sentir. Elle avait apporté des saucisses de porc en cadeau, sans se douter. Elle a gardé ses chaussures à l'intérieur le premier jour. Elle a embrassé les cousins masculins d'Aïcha, ce qui a suscité des chuchotements indignés. Je me suis retrouvé propulsé traducteur et médiateur culturel à plein temps. Un soir, lors d'un dîner chez Fatma, mon père a demandé de la bière, plongeant la pièce dans un silence gênant. J'ai vite prétendu qu'il voulait en réalité de l'aérant, cette boisson au yaourt, alors qu'il n'en était rien. Ma mère, elle, a cru bien faire en complimentant les plats, jugeant qu'ils étaient presque à la hauteur de la cuisine grecque, frôlant de peu un incident diplomatique. L'organisation de l'enterrement de vie de garçon n'a fait que révéler d'autres différences. Mes amis américains imaginaient les classiques habituels, alors que la tradition turque imposait une ambiance plus familiale. On a fini par trouver un terrain d'entente autour d'un dîner dans un restaurant turc, mais la tension est montée d'un cran quand mon ancien colocataire a plaisanté à propos de danseuses orientales. Les cousins d'Aïcha se sont échangés des regards noirs, pendant que j'essayais tant bien que mal de changer de sujet. Aïcha, de son côté, n'était pas épargnée. La cérémonie des cadeaux en or est vite devenue une compétition. Chaque tante voulait étaler sa générosité pour surpasser les autres. Et il y avait toujours quelqu'un pour rappeler à quel point la famille d'Emre avait été plus généreuse. Aïcha serrait les dents face à ces comparaisons pendant que je l'observais, impuissant, de l'autre côté de la pièce. 1 semaine avant le mariage, la tuile est tombée. Le musicien nous a appelés, désespérés. Son fourgon avait été vandalisé et tous ses instruments détruits. Le groupe de remplacement n'avait rien à voir, jouant un tout autre style. Comme si ça ne suffisait pas, le fleuriste nous a appris que sa boutique avait été cambriolée, mais seule notre commande avait été saccagée. Ces hasards étaient trop gros pour passer pour de simples coïncidences. Murat a mené l'enquête et, grâce aux caméras de surveillance des commerces alentours, a découvert la vérité. Le cousin d'Emre, vexé par une humiliation familiale, avait tout orchestré. La famille a explosé, mais prévenir la police aurait entraîné retards et scandales, exactement l'effet qu'on voulait éviter. Alors, le clan s'est organisé. Zeynep a activé son carnet d'adresses pour trouver un meilleur groupe de musique, Elif a mobilisé les cousins pour surveiller les prestataires, les oncles se sont relayés pour garder la salle. La communauté turque a réagi au quart de tour, se serrant les coudes pour transformer notre mariage en forteresse. Témoins de tout ça, mes parents ont enfin compris la force des liens qui unissent les familles turques. Ma mère a arrêté de râler sur la longueur de la liste des invités et mon père s'est mis à apprendre quelques phrases de turc, aidé par Fatma. Contre toute attente, la crise avait fini par rapprocher nos deux cultures. La soirée du henné est arrivée, non sans difficulté. Les mains d'Aïcha tremblaient pendant que les artistes dessinaient des motifs élaborés. Traditionnellement, la mariée pleure ce soir-là, mais les larmes d'Aïcha avaient quelque chose de bouleversant. Plus tard, elle m'a avoué avoir reçu ce jour-là un message anonyme, accompagné d'une photo d'elle et Emre, prise des années plus tôt, avec ces mots « Tu te souviens quand tu étais heureuse ?» Nous avons remonté la piste jusqu'à un téléphone jetable, mais le mal était fait. Aïcha a passé la nuit à douter de tout, et je l'ai retrouvée à 3 heures du matin dans sa chambre d'enfant chez Fatma, perdue dans de vieilles photos. Nous avons parlé jusqu'à l'aube, de nos peurs, de nos rêves, du poids de nos familles. Le jour du mariage s'est levé dans un joyeux chaos. 500 invités, une organisation millimétrée. Ma famille n'occupait que 3 tables. Le reste de la salle était rempli par le clan d'Aïcha.
Le contraste était flagrant, mais il n'avait plus rien d'embarrassant. Ma petite famille avait montré qu'elle était prête à tout pour moi. Au moment où l'imam commençait son discours, une agitation est venue du fond de la salle. La mère d'Emre venait de faire son entrée, sans invitation, habillée de noir comme pour un enterrement. La sécurité s'apprêtait à l'éloigner, mais Fatma a calmé tout le monde d'un geste, puis s'est approchée de son ancienne amie, lui a adressé quelques mots à voix basse et l'a installée au fond de la salle. Même la douleur mérite d'être vue, a-t-elle expliqué plus tard. La femme a assisté en silence à toute la cérémonie, repartant aussitôt après. Sa présence, loin de gâcher le moment, a donné à notre union une gravité nouvelle, douloureuse, mais précieuse. La cérémonie des cadeaux en or a été tout simplement étouffante. On a tellement accroché de bijoux sur Aïcha qu'elle en vacillait. Chaque bijou s'accompagnait de bénédictions chuchotées, parfois de rappels à l'ordre. « N'oublie pas d'où tu viens », a murmuré une tante. « Fais comprendre à ton mari nos traditions », a insisté une autre. J'ai vu Aïcha porter ce fardeau avec dignité, réalisant tout ce qu'elle endurait pour nous. Puis ce fut le tour de mes parents de prendre la parole, à la surprise générale. Mon père avait appris par cœur une bénédiction turque, prononcée avec application, et ma mère a offert à Aïcha le collier de perles de ma grand-mère, racontant son histoire centenaire dans un turc hésitant. Fatma, émue, a essuyé ses larmes en voyant enfin nos efforts pour rapprocher nos familles. La soirée s'est poursuivie sur de la musique traditionnelle turque. J'avais beau avoir répété pendant des mois, j'ai trébuché sur les pas, sous les applaudissements et les encouragements moqueurs des proches, jusqu'au moment où la musique américaine a résonné. La famille d'Aïcha, stupéfaite, a vu mes parents habituellement réservés se lancer sur la piste avec enthousiasme. Vers minuit, Elif m'a discrètement emmené à l'écart. Elle avait repéré un homme équipé de matériel professionnel, posant des questions étranges sur notre couple tout en filmant les invités. Murat a creusé et découvert qu'il s'agissait d'un blogueur, connu pour dénoncer les mariages mixtes, de façade, infiltré à la fête. Nous avons demandé à la sécurité de l'exclure sans attirer l'attention, mais il avait déjà des heures d'image. Cet épisode nous a rappelé que prouver notre amour ne serait jamais fini. Le mariage civil ne mettait pas un point final aux regards extérieurs, aux compromis et aux justifications permanentes. Pourtant, en voyant Aïcha éclater de rire avec ma mère, Zeynep apprendre à mon père quelques pas de danse turque, Fatma rayonnait de fierté, j'ai compris que nous avions construit quelque chose de plus solide que tous les préjugés. Tandis que les invités commençaient à partir, les bras chargés des restes que Fatma leur avait soigneusement emballés, je me suis rendu compte du chemin parcouru. Depuis ce tout premier petit déjeuner sous tension jusqu'à cette soirée, chaque épreuve nous avait soudés. Les faux profils, les montages, les sabotages, les disputes familiales, tout cela nous avait obligés à défendre notre choix. Aïcha m'a retrouvé sur le balcon, toujours en robe de mariée, alourdie par les bijoux. Nous sommes restés là, côte à côte, à observer les derniers invités s'éloigner. Sa main a doucement cherché la mienne, le henné déjà estompé, mais encore visible. En bas, mes parents donnaient un coup de main à Fatma pour ranger, se comprenant à demi-mot, à coups de gestes et de sourires quand les langues faisaient défaut. Aucun regret, a murmuré Aïcha, levée contre mon épaule. J'ai repensé à tout ce qu'on avait traversé, à tout ce qui nous attendait encore. Les images publiées par le blogueur finiraient bien par circuler. Le ressentiment de la famille d'Emre ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Les incompréhensions liées à nos cultures persisteraient. Mon turc ne serait jamais tout à fait fluide. Sa famille continuerait à faire des comparaisons. Les obstacles étaient bel et bien là, parfois tenaces, parfois installés pour de bon. Mais il y avait tout le reste aussi. Fatma qui m'appelle son fils en me serrant dans ses bras pour dire au revoir. Mes parents déjà en train de planifier leur prochaine visite, bien décidés à progresser en turc. Elif qui m'envoie des mèmes hilarants sur les chocs culturels. Zeynep qui prend notre défense avec fougue face à ceux qui doutent de notre mariage. Murat qui m'apprend à jouer aux cartes turques. Les cousins qui m'acceptent, non plus comme l'Américain qui a épousé l'une des leurs, mais tout simplement comme un membre de la famille. Le lendemain matin, en entrant dans l'appartement d'Aïcha, on a découvert une pile de cadeaux de mariage. Au milieu, un paquet soigneusement emballé, sans carte. À l'intérieur, un service à café turc traditionnel, d'une élégance rare. On n'a jamais su qui nous l'avait offert, même si Aïcha avait sa petite idée, quelqu'un qui ne pouvait pas soutenir notre union ouvertement, mais tenait à nous montrer qu'il nous reconnaissait. Cet après-midi-là, mes parents ont absolument tenu à emmener Fatma dans un vrai dîner américain avant leur vol. La voir lutter avec ses pancakes, armés de couteaux et fourchettes, pendant que ma mère lui montrait comment arroser le tout de sirop d'érable, j'ai compris que l'intégration n'allait pas que dans un sens. Fatma est repartie avec une boîte de sirop d'érable et la promesse de venir un jour dans l'Ohio. L'article du blogueur est sorti une semaine plus tard, remettant en cause l'authenticité de notre mariage à coups d'extraits soigneusement choisis. Mais la réaction de la communauté turque nous a laissés sans voix. Les commentaires ont afflué pour nous défendre, chacun partageant son histoire de mariage mixte, dénonçant la subjectivité du blogueur. Zeynep a mené la charge, utilisant enfin ses talents sur les réseaux sociaux pour une vraie bonne cause. Peu à peu, la vie à deux a trouvé son rythme. Les petits déjeuners du dimanche chez Fatma sont devenus une tradition, et désormais, mes parents y participaient même à distance en visioconférence.
Les cours de turc ont pris une nouvelle dimension. On n'était plus dans la survie, mais dans la subtilité. Les réunions de famille n'étaient ici plus une épreuve, mais un vrai moment à savourer. L'intégration était tout sauf lisse, mais elle était bien là, tangible, authentique. 3 mois plus tard, lors de la remise de diplôme d'Elif, j'ai pris la parole en turc. Ce n'était pas parfait, mon accent trahissait mes origines, mais c'était suffisant pour dire à quel point j'étais fier de ma belle-sœur. Ce jour-là, la famille a applaudi, non pas pour la qualité de ma langue, mais pour l'intention, l'effort derrière chaque mot. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on avait dépassé le stade des apparences pour toucher du doigt l'appartenance véritable.